On a choisi le sujet de la cybersécurité pour deux raisons. La première, c'est effectivement parce qu'on est dans le monde du numérique. Le numérique aujourd'hui est partout, va être encore plus présent dans nos vies. Nos vies privées, c'est déjà très présent, dans nos vies aussi professionnelles. Mais c'est aussi le mois européen de la sécurité. Donc c'est aussi dans ce cadre-là. Et on l'a un petit peu préparé aussi avec Europalier, donc qui s'occupe de tout ce qui est du côté européen sur l'Allier. Voilà, donc on a notre photographe de la montagne qui fait de très belles photos, et donc vous les retrouverez sur la montagne en première page rapidement. Voilà, donc le principe, c'est, comme je vous disais, on va lancer des vidéos, et c'est très participatif. C'est pour ça qu'on a un peu ce format en rond. C'est pour faire réagir, donc je suis là aussi pour animer. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises réactions. C'est vraiment pour un petit peu démocratiser tout ce qui est autour de la sécurité du numérique, pour expliquer les risques et surtout ce qu'il faut faire pour les limiter, pour que le numérique, le déploiement et l'utilisation du numérique, tant pour soi au niveau privé, tant pour l'entreprise, ne soit pas un frein, bien au contraire. Donc je vous propose la première vidéo. Alors déjà avant de commencer, bon, pour ceux qui sont présents sur Twitter ou sur Facebook, c'est d'utiliser donc le hashtag OpenMoment. Ça aussi, c'est important. Connecting Bourbon est là pour connecter les Bourbons entre eux, mais aussi avec l'extérieur. C'est montrer que des choses se font sur le territoire et donc de les faire connaître en dehors même du territoire. On le voit, là, Internet bouge énormément et très très vite. Donc là, sur les chiffres, c'est les principaux, on va dire, services que l'on peut trouver sur Internet, avec certains chiffres qu'on voit qui évoluent très très vite. Donc entre Facebook, par exemple, on entend partout qu'à cause d'un scandale qui s'est passé cet été sur Facebook ou avant, les gens arrêtent d'utiliser Facebook. C'est pas vrai. Oui, effectivement, il y a certaines catégories de personnes, mais pas forcément dues au scandale Cambridge Analytica. Voilà, Facebook, donc 900 000 à 970 000 logins par minute se fait sur Facebook globalement. Et on voit tout, que ce soit ensuite les text messages, donc les SMS, YouTube, l'installation d'applications, Instagram, Twitter, tous sont continus à effectivement à augmenter. Donc ça veut dire qu'on utilise de plus en plus l'ensemble des applications, l'ensemble des services sur Internet, surtout au niveau privé. Pour ceux qui ont regardé sur l'événement de Facebook, effectivement, dès qu'il y a une activité, on a un risque. Mais que ce soit, c'est vrai pour tout, on a beau apprendre à marcher, on peut tomber, on prend la voiture, on peut avoir des accidents. Donc effectivement, l'utilisation du numérique amène un certain risque. On voit aujourd'hui qu'en 2017, alors c'est au niveau mondial, il y a eu 2,6 milliards de comptes en ligne qui ont été piratés. Alors il y a de tout, il y a, comme on dit, à boire et à manger, mais effectivement, on peut se faire pirater son compte, le login. On le voit, que ce soit son compte Facebook, que ce soit son compte mail, que ce soit même son compte bancaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que, par exemple, les 4 mots de passe les plus utilisés sont 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fait des années et des années et des années que ça dure. On a beau le répéter, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5. Donc qu'est-ce qui se passe ? Et on va le voir dans une vidéo, qu'il est très facile de trouver les mots de passe. Ou password, voilà, on est surtout globalement en anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, je suis un peu plus loin, je suis allé un peu plus loin, pardon. Je suis allé un peu plus loin et donc il est un peu plus complexe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut le taper relativement vite, même si on utilise des mots de passe qui sont un peu plus compliqués. Aujourd'hui, il y a des programmes qui permettent simplement de générer des mots de passe non pas aléatoires, mais suivant des algorithmes bien précis et qui permettent de trouver des mots de passe très faciles. Ou le QWERTY ou AZERTY en français. Combien ça coûte ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Internet qu'on connaît, puis après, il y a le Dark Web. Le Dark Web, c'est un Internet qui est complètement souterrain. Il faut être un peu connaisseur pour pouvoir y aller. Et c'est là où, effectivement, toutes les transactions vont se passer au niveau des pirates. C'est là où toutes les ventes de cartes de crédit, les ventes de login vont pouvoir se faire. Et un numéro de sécurité sociale, ça coûte $1. Donc, quand j'ai piraté 100 000 comptes de sécurité sociale, je peux arriver à gagner jusqu'à $100 000. Un email ou un mot de passe entre 70 centimes et 2,30 € en fonction
du mot de passe ou du compte qui a été piraté. Un permis de conduire, ça peut être jusqu'à 20 $. Alors c'est beaucoup basé aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le permis de conduire aux États-Unis est quasiment l'équivalent pour nous d'une carte d'identité. On fait énormément de choses. On fait beaucoup de choses. Aux États-Unis, vous avez votre numéro de sécurité sociale et le permis de conduire de quelqu'un. Je peux quasiment rentrer dans une banque et faire un crédit. Donc il y a beaucoup moins de protection. Nous, déjà, avoir un crédit, on a beau avoir tous les papiers, c'est déjà compliqué. Mais c'est tant mieux, des fois, c'est vrai. Hein. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Par contre, effectivement, d'où, en France, bon, on se fait pirater son permis de conduire, on ne fait pas grand-chose avec. Quoi. Hein. Globalement, c'est ça. Mais toujours est-il qu'il y a des données qui sont vraiment très importantes. Je vous le présente, il y a aussi le spam. Je pense que vous avez tous entendu parler de spam. C'est juste un spam que j'ai reçu il y a 15 jours. Alors, je m'appelle Pascal et mon frère, il s'appelle Jean-Michel. Voilà. Donc, il y a un Johnson John Doe qui m'annonce que mon frère est mort au Togo et que j'ai le droit à une somme de 700 000 euros, 730 000 euros. On rigole et donc prendre contact avec lui. Encore là, ça va, c'est un peu limité parce qu'il n'y a pas un lien qui me dit de cliquer ici et que pour toucher la somme, souvent c'est ce qu'on a. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des piratages qui se font aujourd'hui, donc des gens qui se font pirater les comptes, c'est suite à des mails de ce type-là qui sont faits de plus en plus. Donc là, il est un peu, bon, celui-là on comprend assez vite pourquoi le Togo, etc. Mais on a de plus en plus de comptes qui sont, des mails que l'on reçoit qui sont faits de mieux en mieux et il devient difficile aujourd'hui de reconnaître le faux du vrai. Vous avez vérifié, il va bien votre frère ? Oui, il va très bien. Il va très bien. Voilà, donc je vais vous présenter quelques vidéos. Alors c'est des vidéos sur la cybersécurité, on pourra en regarder pendant toute la soirée. Donc j'ai essayé de sélectionner certaines qui montrent donc ce que ça peut être. Donc là, on a fini donc, ce qu'on appelle le phishing, hein, qui est justement l'exemple que je vous ai montré. On envoie ces fichiers, donc c'est aller pêcher l'information auprès des personnes, tout type de personnes. Donc là, la Hack Academy, vous verrez, c'est assez marrant en plus, ce sont des Belges. Bienvenue à la Hack Academy. Et maintenant, nous accueillons un nouveau candidat, le sympathique Willy. Fouti, on en prend plein les mirettes chez vous. Bonjour à toi. Que vas-tu nous présenter maintenant? Je vais vous montrer tantôt qu'avec un simple mail et un photomontage, on peut berner à peu près n'importe qui. Un genre de phishing, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas faux. Alors, montre-nous ça. Ma technique est simple, l'usurpation d'identité. Tu vas te déguiser, mon mignon. En quelque sorte. Avec ma technique, c'est un peu carnaval tous les jours. Hein. Tenez, par exemple, en enfilant mon costume d'agent d'énergie électrique, je vais pouvoir soutirer les données bancaires de milliers de Français. Ah ouais? Et comment? Avec un simple faux mail et un logo d'énergie électrique, je menace les gens de couper leur électricité s'ils ne régularisent pas leurs coordonnées bancaires. Excuse-moi, les gens te donnent leurs coordonnées bancaires malgré toutes ces fautes d'orthographe? Pour sûr, hein, le logo détourne toute leur attention. Il ne me reste plus qu'à attendre. Bingo! Maintenant que j'ai toutes les informations, je fais les virements et je vide les comptes. À la France, pays des Lumières. Laissez-moi rire. Dès le minute. Rayon. Éblouissant. Allez, avec tout ce que je viens de ramasser, c'est moi qui régale. Qui veut un jus de pomme? Donc on le voit ici, c'est fait un peu sous le forme... Il s'est fait un peu sous le forme de l'humour, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas très compliqué, alors ça devient de plus en plus, de faire ce type de malversation. On en voit tous les jours. J'ai encore signalé, moi, au département, des démarchages qui se faisaient au niveau de quelqu'un dans mon village qui m'appelle, il me dit « Pascal, j'ai reçu ça, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est le département de l'Allier qui veut faire telle ou telle chose.
Voilà, donc il faut faire attention, c'est pas forcément beaucoup de données. Alors je sais qu'effectivement, on a la chance d'avoir des personnes qui travaillent dans le monde bancaire ici, donc vous êtes aussi bien au courant, mais les banques, par exemple, ne font jamais de demande par mail. Donc des fois, c'est vrai, je suis le premier des fois à râler, Madame Cuisina le sait, parce que voilà, il y a des procédures, il faut cliquer, il faut valider, etc. Mais c'est dans le bien de chacun et de pouvoir se protéger. Donc c'est aussi de faire attention à ça. On ne le répète pas assez. Aujourd'hui encore, ce que je disais au départ, énormément de piratages se font à cause de ce type de phishing. C'est facile, on clique dessus, c'est bien fait, et des fois, on permet de perdre beaucoup de choses. Et c'est pas très compliqué pour pouvoir le faire. Julien, qui est notre formateur en numérique, nous le démontre un peu, pas tous les jours, mais qu'il est assez facile de créer ce type de choses. Donc il n'y a que... On peut se protéger, mais c'est comme tout. Aujourd'hui, si on ne veut pas se faire cambrioler chez soi, moi j'ai eu pas mal des fois des exemples, dans des appartements, les gens montent des portes blindées, renforcent l'intérieur, etc. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent simplement la cloison avec le couloir. Parce que la cloison du couloir avec le palier, c'est une simple cloison, donc on casse une super porte blindée, ils ont payé 3 000 €. Avec un petit marteau, on casse la cloison et on rentre dedans. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a beau se protéger de la façon dont on veut, on a beau mettre toutes les barrières, si quelqu'un veut vraiment rentrer, elle peut rentrer. Pascal, je dirais même plus, le phishing, c'est encore pire que de casser le mur dans le couloir. C'est carrément, en fait, vous ouvrez la porte au cambrioleur. Parce que le phishing, c'est vous qui emmenez les données, qui lui donnez les données. C'est comme si dans la rue, quelqu'un vous abordait et vous disait « Ah, tiens, si vous me donniez votre RIB ou votre numéro de carte bleue, et que vous lui donniez. » C'est vraiment ça. Je sais pas, c'est pareil. Hein, là, ce qu'on fait, c'est en mode aussi réagissez si vous avez des choses à partager, si vous avez déjà vécu ce type d'événement, je ne sais pas, par exemple, ou de témoigner ce que peut faire une banque par rapport à ça. Le cas de votre frère, on a beaucoup de clients effectivement qui répondent en se disant on va gagner de l'argent, enfin c'est un notaire qui nous écrit. Voilà, donc on a eu quand même beaucoup d'interrogations et quelques clients effectivement qui ont été victimes de ce type d'action. Et ça, c'est tous les âges ou alors c'est généralement une personne un petit peu plus installez-vous, mettez-vous, il y a de la place. Non, en fait, c'est tous les âges. c'est tous les âges. Il n'y a pas de crédit. Non. Alors, peut-être un peu moins les jeunes. Ouais. Ils ne nous posent pas la question, les jeunes. Ils savent, ils sont peut-être plus vigilants. Non, parce qu'ils connaissent. Les jeunes, oui, moins de 30 ans. Ils n'ont pas de compte bancaire. Ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas d'argent. Ils lisent pas leur mail. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, je vais t'envoyer un mail, non, envoie-moi un message, quoi. Oui, c'est ça, un SMS. C'est un SMS, la messagerie, etc. Ils n'utilisent pas, c'est pas un outil, c'est pas un moyen de communication pour eux, le mail. Hein. Voilà. Moi, je sais avec les enfants, je leur dis, je t'envoie un mail, t'es sûr? C'est quoi ton adresse mail? Attends, je regarde. C'est un peu maintenant comme nous, notre numéro de téléphone, quoi. Faut qu'on regarde, sauf qu'on l'utilise. Mais en tout cas, eux, ils l'utilisent quasiment plus du tout. Et de moins en moins. De toute façon, le mail qui aujourd'hui, justement, parce que ça représente un risque aussi, vient à être utilisé de moins en moins. En entreprise aussi, on tente à diminuer énormément les mails. J'aurais une question. Si on reçoit un mail comme ça, on ne peut pas être hacké, si on ne donne pas ces informations, si juste on reçoit ce genre de mail. Alors si on ne clique pas sur le lien qu'il y a dedans et si on n'ouvre pas de pièce jointe, on risque rien. C'est bon. Okay. Voilà. La meilleure façon, c'est soit, par exemple, c'est votre banque qui envoie un mail en disant bien fait, etc. Ouais. Le mieux, c'est de prendre son téléphone, d'appeler son conseiller en disant j'ai reçu ça, qu'est-ce que je fais? Si vraiment, parce qu'il est vraiment très très bien fait et que j'ai un doute. À la limite, moi je dis toujours un mail, au pire je le détruis. Si c'était important, on me le renverra. Voilà. Après, souvent, ça peut recevoir, c'est qu'une information. Donc du coup, c'est voilà, vous recevez votre mail de la banque en disant tac tac tac, ok, je vais dans mon espace, je clique sur aucun lien, je vais dans mon espace et je regarde. Et sinon, j'appelle effectivement mon conseiller. Et ça, c'est vrai pour tout, que ce soit l'EDF, que ce soit n'importe quel organisme, la CAF, Pôle Emploi, les impôts, ne jamais cliquer sur un lien, sauf si vous en êtes complètement sûr. Et encore des fois, il faut mieux. Il y a rarement, on dit, cliquer sur un lien. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on appelle les spams, les moteurs anti-spam
qui existent aujourd'hui sur les messageries, qui essayent, Google, etc., essayent, ils ont toute une base où ils référencent l'ensemble pour essayer, justement, et c'est pour ça qu'on a certains mails qui partent dans la case spam ou courrier indésiré. C'est justement parce qu'ils ont des algorithmes qui tournent et ils sont au courant qu'il y a tel ou tel type de mauvaises actions qui sont en cours et vont les mettre à côté. Et après, c'est l'intelligence humaine qui va faire pour pouvoir la sélectionner. Voilà. Mais c'est un peu comme je dis, c'est un peu exactement comme on conduit une voiture. Des moments où on est dans une situation, il faut faire au mieux en fonction de ce qu'on connaît et ce qu'on sait faire. Et le premier réflexe quand on reçoit un mail comme ça, c'est pas de le supprimer. Tout le monde le supprime. Le premier réflexe, c'est de le signaler en spam. Savoir que sur votre boîte mail, vous avez supprimé ou signalé en spam. Si tout le monde le met à la poubelle, personne ne sera alerté que ce sera du spam. Par contre, si vous signalez en spam, ça remonte en fait au distributeur à la boîte mail, à votre boîte mail. Et s'il voit plusieurs fois, 2, 3, 4, 5 fois le même mail avec la même signature en spam, et en fait, toutes les autres mails du même type vont être passés en spam automatiquement. Donc c'est aussi, voilà, ça fait partie de l'éducation. Moi, je vais mettre en indésirable, mais je vais pas spam. C'est spam pareil. ou indésirable, c'est spam, pareil. c'est en anglais et indésirable, c'est en français. Mais c'est la même fonction, c'est juste une histoire de email et traduction. courriel. Voilà, le mail et le courriel. Voilà. Je vous proposais donc de passer au suivant. Donc là, on va agrandir un petit peu. C'est le nouvel enjeu mondial. Bonjour. La révolution numérique a transformé notre manière de communiquer, de créer de la richesse, et est aussi en train de changer notre façon de rétablir l'ordre ou de le détruire. À la veille de Noël 2015, en Ukraine, 225 000 personnes sont plongées dans le noir. Une trentaine de stations électriques ont été stoppées à distance, grâce à la coopération entre l'Ukraine, les États-Unis, mais aussi tout un groupe d'acteurs privés de la cybersécurité. On a pu comprendre que ce blackout avait été provoqué par une cyberattaque, peut-être russe. Et avec ce faisceau convergent de recherche indépendante, le Department of Homeland Security, fin février 2016, a émis une alerte pour l'ensemble des opérateurs d'électricité aux États-Unis. Cet épisode illustre la nécessité de coopérer avec un maximum de partenaires afin d'obtenir l'information la plus juste sur qui est à l'origine de l'attaque, comment et pourquoi. La cybersécurité, en fait, est en train de devenir un jeu collectif, avec en son cœur un groupe d'États réunis en cercle concentrique de confiance, mais connectés en réseau à des instituts de recherche, des groupes privés de cybersécurité et même des plateformes communautaires de hackers éthiques. Nous sommes en fait en train d'assister à l'émergence d'un nouveau système de défense collective. Avant la guerre froide et l'OTAN, ce type d'arrangement n'avait jamais vraiment fonctionné, et avec la chute du mur de Berlin, beaucoup pensaient que l'OTAN n'aurait pas beaucoup d'avenir. Eh bien, la cybersécurité va faire de ce principe de la défense collective une nécessité stratégique pour la sécurité au XXIe siècle. Et il va y avoir d'autres implications pour les États. En 2013, des dizaines de banques américaines sont victimes d'une attaque informatique de déni de service, peut-être iranienne, mais à l'époque, le gouvernement américain n'accuse personne. 3 ans plus tard, l'enquête officielle terminée, le FBI et le Department of Justice émettent un mandat d'arrêt international contre 7 hackers iraniens très précisément identifiés. La représaille n'a pas été militaire, elle a été juridique. Les attaquants se croyaient protégés par l'anonymat du web. Le pouvoir, c'est de montrer que l'on connaît la vérité. Et pour un État, rétablir la vérité, cela veut dire rendre la justice. Cela va transformer le rôle des États. Dans sa définition classique, la définition classique de l'État de Max Weber, c'est le monopole de la violence légale de masse. Mais dans le cyberspace, la violence, c'est la capacité à changer un 0 en un 1, et vous faire croire que c'est un 1, alors qu'en fait, c'est un 0. C'est ce qu'on appelle les attaques sémantiques. C'est la corruption de la donnée et de la vérité. Dans une audition publique au Congrès en septembre 2015,
le directeur of National Intelligence, James Clapper, a affirmé qu'à l'avenir, la principale menace ne serait pas la fuite ou la destruction des données, mais leur corruption. Rétablir la vérité va devenir le premier rôle militaire de l'État. Et si l'avantage militaire, c'est cette capacité à rétablir la vérité, à travailler en réseau, eh bien, cela pourrait bouleverser les hiérarchies mondiales. Dans un classement en 2015 des nations les plus aguerries en cyberdéfense, les premières nations à émerger étaient les pays scandinaves et la Suisse. Dans un classement en 2012, les pays en tête étaient des États scandinaves et Israël. Et aujourd'hui, Israël, avec juste 0,1% de la population mondiale, c'est déjà 8% du marché mondial de la cybersécurité. Ces classements font écho à ceux du World Economic Forum, qui font de la Finlande, un État scandinave, de la Suisse et d'Israël les 3 pays les plus innovants au monde. Dans ce contexte, le pouvoir respectif de chaque État pourrait changer. Avant la révolution industrielle, la principale richesse, c'était la terre agricole, une ressource limitée. Plus il y avait d'habitants, moins il y avait de richesse par habitant. Et alors, pour avoir plus de richesse, il fallait prendre la terre de l'autre, par l'usage de la force. Les nations les plus influentes étaient en fait les plus menaçantes. Mais dans le cyber, la richesse, c'est les réseaux. Et les réseaux, eux, suivent la loi de Metcalfe. Plus il y a d'utilisateurs, plus la richesse par utilisateur augmente. Et dans ce contexte, les nations les plus influentes ne vont pas être les plus agressives, mais les plus coopératives. Peu importe votre taille, le pouvoir va dépendre de votre talent, de votre utilité pour autrui, et aussi bien sûr de votre ouverture et de votre connectivité au monde. Dans cette situation qui est en train d'émerger, on voit donc de nouvelles valeurs qui sont basées sur la coopération, l'ouverture qui sont en train d'apparaître, mais il y a également un nouveau désordre qui est en train d'émerger, car une vieille activité humaine également est en train de subir sa disruption, celle du crime. Et aujourd'hui, le cybercrime, ça paye. Oubliez les caisses de banque à l'ancienne avec cagoules et mitrailleuses. Dans la campagne de cyberattaque Carbanak révélée en 2015, aurait fait perdre plus de 900 millions de dollars à des dizaines d'institutions financières à travers le monde. Et aujourd'hui, le cybercrime pèserait entre 400 et 500 milliards de dollars, environ 0,5% du PNB des économies les plus avancées. Mais avec l'essor des objets connectés, de la robotisation, on pourrait peut-être atteindre jusqu'à 2000 milliards de dollars, soit 2 à 3 fois le poids de l'économie illicite de la drogue. Si ce parasitage est incontrôlé, nos économies s'effondreront, avec beaucoup de difficultés. Et nous pourrions aussi basculer dans la violence de masse. Dans un monde programmable, on peut mourir parce qu'une voiture ou une pompe à insuline a été reprogrammée avec un effet malveillant. Et si ce n'est pas une voiture, mais 1 millier de voitures qui sont reprogrammées à la même heure, dans le même pays, eh bien nous serons face à un nouveau type de terrorisme de masse. Cette menace, les armées le comprennent d'autant mieux qu'eux-mêmes s'équipent en robots, en objets connectés. Depuis 2012, plus de 30% des véhicules aériens utilisés par l'US Air Force sont des drones. Or, ils peuvent être hackés. En 2011, un drone Sentinel américain s'est posé en Iran, en croyant se poser sur une base américaine dans le Golfe Persique. Donc ce risque militaire n'est plus hypothétique. Dans les silos de missiles nucléaires américains, le Saint des Saints, eh bien, on utilise encore de vieilles disquettes 8 pouces et du vieux matériel informatique, peut-être parce qu'on a peur qu'avec un upgrade, eh bien, tout d'un coup, on serait vulnérable. Ces risques liés aux technologies de l'information vont prendre une ampleur considérable parce que les technologies elles-mêmes sont en train d'accélérer. Entre aujourd'hui et 2022, il devrait y avoir dans un laboratoire civil un superordinateur avec la puissance de calcul théorique d'un cerveau humain. Il faut entre 15 et 20 ans pour ce qu'on voit dans les labos civils, on le retrouve dans le commerce. Alors, dans 20-25 ans, nous aurons tous entre nos mains ce type de puissance-là. De plus, selon certains analystes de l'US Air Force, il devrait y avoir 2000 milliards d'objets connectés dans le monde dans 20 ans.
Si juste la moitié d'1% d'entre eux peuvent se déplacer de manière autonome, eh bien, il y aura plus de robots que d'êtres humains sur Terre. Alors, il ne faut pas imaginer une suprématie des robots façon Terminator. À la différence des mâles, chez les mammifères, les robots, même avec de l'intelligence artificielle, ne se battent pas pour obtenir plus de conquêtes féminines. Les robots, ça ne se reproduit pas entre eux. Les robots ne se battent pas non plus pour survivre, ils n'ont pas peur de la mort. Ils s'éteignent à chaque fois qu'on appuie sur le bouton « off ». Le vrai problème, ce n'est pas la machine, c'est l'utilisateur. Homo sapiens, une des rares espèces dans le règne animal qui est capable de tuer entre congénères adultes et pour lesquels les questions de hiérarchie, de statut sont extrêmement importantes. Or, dans moins d'une génération, chacun des membres d'Homo sapiens aura potentiellement entre ses mains le pouvoir des dieux, qu'ils soient créateurs ou destructeurs. Cette face sombre du cyber va se superposer à l'âge du nucléaire, dans lequel nous vivons déjà depuis plus de 70 ans. Les risques d'emballement sont très importants et la menace pourrait être terminale. Alors que faire ? Eh bien, ouvrons des pistes au niveau collectif et individuel. Au niveau collectif, il faut bien sûr que chaque État renforce ses capacités de cyberdéfense, mais qu'il le fasse dans un esprit de coopération multilatérale qui est dans la logique même des réseaux. C'est un moyen, mais c'est aussi une fin en soi, car si la coopération est très forte, alors le coût de la non-coopération sera très élevé, et cela pourrait peut-être dissuader les tentatives d'aventure solitaire. Ces efforts collectifs dans nos démocraties doivent être soutenus par une prise de conscience de chacun d'entre nous. Comment ? Eh bien, par exemple, en essayant de jouer à hacker pour essayer de comprendre un petit peu le sens d'un hack, ou bien en simulant sur sa situation personnelle ou professionnelle ce qu'il adviendrait si on était soi-même victime d'un hack. Il y a des règles de la sécurité informatique à suivre, mais elles ne sont pas immuables parce que l'univers cyber évolue constamment. L'ultime ligne de défense, en réalité, c'est cette prise de conscience qui nous permet de rester sur le qui-vive. Et rester sur le qui-vive, nous allons également être obligés de l'être au niveau de notre espèce, de notre humanité. Je ne suis pas climato-sceptique. Si nous ne faisons rien contre le réchauffement climatique, d'ici la fin du siècle, notre planète sera sous le coup d'une menace très grave. Mais bien avant cela, dans peut-être juste 25 ans, nous aurons un autre problème mondial, celui de ce dérèglement par l'action malicieuse de l'homme, de ce langage digital qui désormais contrôle ce monde programmable en train d'émerger très rapidement. Une menace dont les conséquences graves pourraient venir bien plus tôt que ceux du réchauffement climatique et qui est désormais une menace de survie critique pour notre humanité. Merci. Pas de réaction ? Je trouve que c'est effrayant. Et pourquoi c'est effrayant ? On a l'impression qu'on maîtrise rien en fait. Ouais, merci. Oui, on a l'impression que tout nous échappe. Enfin, on a l'impression qu'on a des mails, on a des choses, mais ça peut avoir des répercussions super importantes. Et comme il a dit à un moment donné, la cybersécurité ou la cybercriminalité, dans ces cas-là, se superpose aux bombes nucléaires. Si on revient 20 ou 30 ans en arrière, nos parents disaient c'est la fin du monde, de toute façon tout le monde a la bombe nucléaire. On le voit encore avec la Corée du Nord, qui essayent un petit peu d'avoir des actions. Et là, on n'avait pas plus de contrôle, en fait. On se disait toujours, il suffit qu'il y ait un fou quelque part, il appuie sur le bouton, et puis c'est terminé, parce que automatiquement, il y a toutes les ogives nucléaires qui allaient partir. Et donc, on a de quoi faire sauter 10 fois la Terre. Et donc, l'idée ici, je ne sais pas, réaction aussi Est-ce que ça serait pas bien de faire de concentrer plus les armées, justement, pour éviter ce genre de problème ? C'est un petit peu ce qu'il dit, justement. C'est un peu les nouvelles armées. C'est la collaboration, la coopération entre les différents pays. Parce que la cybercriminalité, ce n'est pas une histoire de territoire. Ils ne sont pas là pour prendre le territoire. Donc, il n'y a plus d'espace. C'est plus lié à l'espace. C'est lié à l'action. C'est lié à faire des choses, récupérer de l'argent pour pouvoir revendre. Donc, effectivement, ce n'est pas parce que seule la France va se dire « je vais m'armer d'une cybersécurité » que la menace va décroître. Alors, on va protéger un peu plus les Français, mais pas plus les autres pays. Oui, Julien ? Ce qu'il faut dire, c'est concentrer les armées, oui, mais le côté cybersécurité, l'avantage, c'est que tout le monde peut agir.
Rien que le petit fait de mettre en spam, comme je vous ai dit, vous faites partie de l'armée et vous aidez tout le monde en fait, chacun coopère. Et c'est vraiment son message de dire c'est plus réservé à un pays ou à un corps, il faut que tout le monde réellement se mette dedans et en ait conscience. Le dire, faire les petits jeux, apprendre à hacker sur du jeu ou comment je me fais hacker, c'est vraiment dans le but de sensibiliser, de dire ah bah oui mais si moi je suis au courant, je peux signaler à quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on fait et faire boule de neige. En fait c'est ça, c'est tous ensemble et c'est la culture en fait, c'est d'apprendre ce qui se passe. C'est un petit peu ce que je disais au début, le numérique, c'est des nouveaux outils entre autres, des nouvelles façons de faire, des nouvelles réactions, c'est des nouveaux domaines. Et donc, c'est de connaître, déjà quand on connaît les problématiques, ça nous permet d'être beaucoup plus veillants et de pouvoir réagir collectivement, puisque là, toute personne n'est épargnée par ça. Si on voit quelqu'un se promener dans la rue avec un couteau, on va tous dire aux autres, approchez-vous pas de lui, quoi. Faites attention. Là, c'est un peu pareil, en fait. Voilà, on a effectivement, aujourd'hui, on a des réactions, on a des habitudes, on a des réflexes qui nous permettent de nous protéger par rapport à d'autres choses. Quand on va traverser la route, à un moment donné, on s'arrête, on regarde à droite et à gauche, même si on est sur un passage piéton, même si c'est vert pour les piétons, on va quand même regarder à droite et à gauche, on a des réflexes. Le numérique aujourd'hui, comme on dit, on reçoit un mail, je clique dessus, j'ai pas de réflexe de protection. Donc effectivement, c'est quelque chose qui fait boule de neige et qui permet de faire des attaques. Pareil, les objets connectés, on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, il y a pléthore d'objets connectés, on ne sait même pas des fois qu'ils sont connectés. C'est juste de savoir un tout petit peu que je vais connecter et il y a un peu de, on va dire, moi j'appelle ça presque plus de la culture, mais de l'hygiène de vie qui doit être adoptée et de faire attention à ça. S'il y a une barrière globale, ça évitera qu'effectivement des gens mal intentionnés aient des actions globales. Le premier danger avec les objets connectés, par exemple, il y a quelques années, on a eu une vague, entre guillemets, de hacking, de piratage des webcams. De toutes les webcams qui étaient sur Internet. Il y a un moteur de recherche qui recherche justement toutes ces webcams. Et comment est-ce qu'on fait pour se connecter dessus ? C'est simple, c'est soit admin, soit admin 1, 2, 3, 4. C'est le mot de passe par défaut. Quand vous allez dans un magasin, c'est le mot de passe par défaut. Personne ne le change. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, la clé pour rentrer chez vous, c'est une clé que vous avez achetée pas cher quelque part et que tout le monde a à peu près la même, quoi. Voilà. Tiens, donne-moi ta clé, je vais l'utiliser. On utilise tous la même serrure. Effectivement, tout le monde a la même clé. C'est facile de rentrer de temps en temps, ça va être un peu plus dur. Mais bon, je vais rogner un petit peu un ergot de la clé. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on dépense des fortunes dans les nouvelles clés qu'on ne peut pas copier, etc. C'est juste aussi pour ça, pour que effectivement tout le monde ne puisse pas rentrer et surtout quelqu'un de malveillant ne puisse pas rentrer. C'est pareil au niveau des voitures, on installe des alarmes, on fait attention autour de ça et ça permet de se protéger. Et en plus, l'effet de masse, ça a un effet pervers, c'est-à-dire qui essaye sa clé de chez lui, chez le voisin ? Personne, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Donc personne ne le fait. Par contre, si demain je vous dis que votre clé elle peut ouvrir potentiellement toutes les voitures ou toutes les maisons, il y en a plusieurs qui vont prendre leur clé et puis qui vont essayer, juste par curiosité, voir est-ce que ça fonctionne. En fait, c'est ça le danger. Moi, ça m'est arrivé une fois d'ouvrir une voiture de quelqu'un d'autre avec ma propre clé de voiture. C'était le même modèle, même voiture, c'est pour ça que je me suis trompé. Je mets la clé, tac, je m'assois dedans, je dis tiens, c'est bizarre, c'est différent. Effectivement, c'était pas ma voiture, mais ça avait ouvert la voiture. Donc c'était avec la clé. Bon, ok, les jeunes, excusez-nous. Avant, on ouvrait la porte avec la clé. Voilà. Donc effectivement, c'est ça. La cybersécurité, elle devient mondiale. Et les États ne peuvent plus lutter seuls, mais plutôt global. Et un autre message que l'on parle, c'est que ça permet, en termes de cybersécurité, à des États, donc qui veulent aussi prendre des pouvoirs, ça change, puisque avant, comme il expliquait, il fallait être gros industriellement, il fallait avoir beaucoup de population pour pouvoir envahir un autre pays, alors qu'aujourd'hui, en termes de défense, ça peut être un petit pays qui est puissant, et on l'a vu, ce ne sont que des petits pays qui, justement, sont en avant-poste au niveau de la sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est souvent le premier pays, c'est l'Estonie par exemple. Je crois que c'est 90 à 95% des interactions avec l'État se fait via la voie numérique. Donc ils sont très loin en avance par rapport à nous. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient très en retard. Ils ont pris le pas en disant, en sortant du bloc soviétique, quitte à faire, on va faire un grand pas en avant et on va aller directement au niveau. C'est comme qui aujourd'hui, vous savez, dans le monde bancaire, gère le plus de transactions financières via téléphone et numérique, c'est en Afrique. Parce qu'il coûtait beaucoup plus cher d'aller mettre des agences bancaires un peu partout, alors qu'au lieu d'utiliser le téléphone à des prix qui sont moindres.
justement le positionnement de la France par rapport au classement mondial? En termes de cybersécurité, je pense, alors je n'ai pas la tête, mais je pense qu'elle est pas mal dotée. Je sais qu'on le voit de temps en temps quand on fait attention, il y a toujours de plus en plus de personnes, justement, c'est ce qu'il expliquait, où l'armée a un corps qui devient de plus en plus important au niveau de la cybersécurité. La gendarmerie a de plus en plus de personnes qui sont formées là-dessus. Alors pas simplement pour réagir par rapport à une attaque, mais on parle beaucoup de pornographie, de pédographie, etc. Et justement pour lutter contre ça, il y a des sujets qui sont lancés aussi au niveau des fake news, on le voit, hein, dans la modification des données. Je pense que vous avez tous suivi ce qui s'est passé, ou en tout au moins les... On rentre dans un cadre juridique, là. Voilà, il n'y a pas de cadre juridique. Et c'est un des problèmes, et c'est là-dessus où les pirates vont, c'est qu'il y a c'est difficile à encadrer parce que c'est nouveau, et on sait que l'État a toujours un train en arrière, en retard au niveau de ça. Enfin, les voleurs et les pirates ont toujours un train d'avance. En général, l'innovation se fait plus à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau du classement mondial, on a Finlande, Suisse, Israël. Enfin, Finlande, Israël et Suisse. Je pense aussi à cet aspect culturel aussi. On trouve quand même la Suisse et Israël qui sont quand même deux pays qui sont, je ne vais pas dire fermés, mais qui sont quand même très à cheval sur la sécurité. On les retrouve là. Donc, je pense aussi à l'aspect culturel. Oui, complètement. Effectivement, c'est les pays qui ont ça. La Suisse a un aspect culturel très fort. Voilà. Ouais. La population est un peu plus concernée sur la sécurité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur en France. Moi, je vois, je travaille dans une grosse société de services informatiques, de la paye, donc on a vraiment les données personnelles. Et pour nous, c'est comme une banque, hein, c'est vraiment hyper important, surtout depuis qu'il y a la loi RGPD. Nous, dans notre société, on a 250 personnes qui ne font que ça, que de la sécurité. C'est leur job, alors c'est la sécurité au sens large, ils ne font que ça. On a 3 plaques mondiales, ils font de la veille au niveau de la sécurité pour savoir ce qui se passe. Tout simplement parce qu'on sait, les attaques en général vont commencer plutôt en Asie, hein, au lever du soleil, puis après vont venir en Europe et finir aux États-Unis. Donc ce qui permet d'avoir cette veille-là quelque part, cette année, de pouvoir la bloquer le plus tôt possible, de préparer nos systèmes, d'arrêter, de bloquer, de mettre en place, de vérifier, etc., pour éviter une extension et qu'elle se fasse au niveau global. Et une des grosses attaques qu'il y avait eu, le ransomware, vous l'avez vu, de crypter les données. Donc là, c'est le principe, on vous les vole pas, on vous les crypte. Après, on les vole bien, parce que pour pouvoir les récupérer, il faut payer. Voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de sociétés, Renault a été impacté par ça. Et justement, par des veilles comme ça mondiales, quand on a vu naître les choses, on a pris des actions hyper rapidement. Et c'est de la coopération, c'est-à-dire que nous, effectivement, on a 250 personnes. Notre patron de la sécurité vient justement du FBI, c'est une société américaine, donc ça tombe bien. Mais on a des accords avec les pays, des accords avec des sociétés qui ne font que ça, de la cybersurveillance, et qui travaillent sur quelles actions à mettre en place rapidement pour bloquer, limiter et mesurer les actions. Et toutes les banques aussi ont ça de leur côté, et toutes les grandes entreprises, de plus en plus, ont ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des très grandes entreprises qui sont attaquées, et on se dit, waouh, il n'y a rien en fait. Il y a encore un problème de culture, de prise en considération de la sécurité. Il y a encore un grand pas à faire, et ce qui fait justement les beaux jours encore pour les pirates. Je vous propose de passer sur la suivante. Et justement, la sécurité, la cybersécurité, qu'est-ce que c'est ? La cybersécurité, qu'est-ce que c'est ? Et à quoi ça sert ? Just ask the lab. Les réseaux informatiques font continuellement circuler des informations. Aussi, est-il important de bien maîtriser et filtrer ces flux où peuvent se dissimuler des programmes malveillants. Ces malwares, écrits dans le but de se propager, peuvent s'introduire dans les réseaux. Ils s'appellent virus, spyware, vers, chevaux de Troie, réseau de botnet, APT. Une fois installés, ces programmes sont extrêmement dangereux pour une entreprise. Ils peuvent d'une part rendre indisponibles les outils opérationnels et voler les données, parfois en vue de les revendre ou à des fins d'espionnage. Ils peuvent d'autre part les chiffrer de façon à les rendre illisibles. Ces données peuvent alors être déchiffrées et ramenées à leur état initial, contre rançon. Ce racket 2.0 touche aussi bien les professionnels que les particuliers. Il s'agit donc de se protéger des piratages en tout genre, d'autant que la menace évolue. L'ère des objets connectés est aussi celle de la multiplication des risques. Votre webcam,
Votre appareil photo sont déjà des portes d'entrée potentielles aux hackers. Mais si les machines sont au cœur de la cybersécurité, l'aspect humain est essentiel. Former ses employés au risque est nécessaire quand on sait que les collaborateurs sont à l'origine de 35% des attaques le plus souvent, malgré eux. Alors, comprendre le danger, c'est bien. Parvenir à l'anticiper et à le neutraliser, c'est encore mieux. Avec les équipes DY Experience Lab, innovez, collaborez et produisez les solutions dont vous aurez besoin demain. C'est pas pour faire de la pub, j'ai pas d'action chez EY. L'idée, c'est ça, c'est par rapport au risque qu'il y a, ça passe par les humains. Comme on disait, les machines elles font des choses, mais avant tout c'est les humains, c'est de savoir ce que l'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Donc c'est ça qui est important. Nous, pareil, dans notre société, on est très très régulièrement testé sur la sécurité. C'est-à-dire qu'on a des cours et avec des tests à faire où on simule effectivement ce type de choses. On le voit, donc il y a les ransomware, on le voit, donc crypter les données. Ce qui se passe aussi à un moment donné, c'est pas complètement lié au numérique, mais ça peut se faire grâce au numérique. C'est bonjour, je vous appelle, voilà, je suis le patron, je suis votre patron, j'ai besoin tout de suite d'un virement d'1 million. Ça semble complètement, ça semble absurde, mais aujourd'hui, il y a des grosses sociétés qui se sont fait voler plusieurs millions d'euros, juste comme ça, ou quelqu'un, alors il le prépare en avance. Comment il le prépare en avance? C'est souvent en trouvant des informations, justement, sur Internet. Nous aussi, il y a des entreprises qui vont se faire passer pour. Bonjour, je suis telle banque, tout est bien préparé, etc. Et les gens, voilà, en mettant de la pression, à travers sur la psychologie, parce qu'ils ont regardé un petit peu les profils des uns et des autres, arrivent à le faire. Rien de nouveau, je dirais. C'est un petit peu comme au niveau de les recherches de Google, quand on dit Google nous piste et nous redirige, il n'y a rien de nouveau. Quand quelqu'un voulait vous voler avant, c'était il faisait exactement la même chose. Il y avait une analyse un petit peu psychologique de la personne, et le gangster, on l'appelait un peu plus comme ça, allait agir différemment en fonction de sa cible. Simplement ici, on est plutôt dans la masse. On arrive à un moment qui est beaucoup plus au niveau de la masse. C'est surtout de la masse, mais de la masse personnalisée. C'est-à-dire qu'ils peuvent trouver très précisément de la donnée sur vous, en fait, parce qu'on la donne volontairement sur Facebook sans faire trop attention, ou par mail. C'est assez facile de donner notre nom ou notre numéro de téléphone par mail. Et vu qu'on ne fait pas attention à nos mots de passe, hop, il nous pirate, il a accès à nos informations sur les mails, et après, il vient nous démarcher à domicile, en fait, directement. Mais c'est un peu comme les démarcheurs qui viennent et qui vous disent je suis de EDF, c'est là, il faut que je rentre chez vous pour faire un constat, quoi. C'est obligatoire. Sauf que c'est moins personnalisé quand ils viennent à domicile comme ça. Là, ils arrivent vraiment plus à personnaliser. Et aussi, sur les ransomware, sur Moulin, il y a des personnes qui ont été touchées. Les personnes qui ont été touchées, ce que j'ai pu constater, c'est que c'était des ordinateurs qui n'étaient pas à jour. Et dans la cybersécurité, un des premiers principes quasiment, c'est le grand public, il faut qu'il mette régulièrement à jour en fait son ordinateur, son téléphone portable, ses objets connectés. On n'y pense pas souvent, ou des fois même on dit oh non, fais pas les mises à jour, ça va ralentir, c'est moins bien, ou mon ordinateur c'est pas bien, je fais pas de mise à jour. Mais une mise à jour est là pour corriger, en fait, c'est pas juste pour faire joli, c'est pour corriger des failles de sécurité. Et des failles de sécurité, c'est là où on va rentrer pour pirater. Aujourd'hui, Google a annoncé que sur les téléphones, la majorité des téléphones, si vous n'avez pas un iPhone, donc vous avez un autre téléphone, que ce soit du Samsung, Huawei ou autre chose, vous avez un système qui s'appelle Android, donc c'est Google qui met à disposition. Ils viennent d'annoncer qu'en fait, ils ne donneront maintenant le droit que si le constructeur s'engage à ce qu'il y ait des mises à jour automatiques qui se font sur les téléphones. Parce qu'il y a trop de problèmes de sécurité sur ce type de téléphone, parce que les gens ne le mettent pas à jour. Alors, des fois, ils ne le mettent pas parce qu'effectivement, comme dit Julien, c'est compliqué, c'est lent, et puis je le ferai demain, on reporte, ou tout simplement parce qu'on a un téléphone et qu'on ne peut pas le faire, parce que le constructeur ne permet pas de le faire. Et donc, justement, ils font une action là-dessus pour pouvoir mettre à jour avec les dernières versions d'Android, pour améliorer la sécurité. Il y a quelques marques de téléphones qui se sont fait épingler par Google, justement, parce qu'ils faisaient des mises à jour, mais sans les patchs de sécurité. Voilà.
Donc mais c'est comme partout, je reviens dessus. On fait bien les mises à jour au niveau de l'électricité aujourd'hui. Quand vous devez vendre votre maison ou la mettre en location, vous avez aujourd'hui un diagnostic électrique. C'est pas juste pour vous embêter, c'est simplement pour éviter les risques de sécurité, de feu, des choses comme ça. Donc l'informatique aujourd'hui, il n'y a pas encore ces réflexes-là, il n'y a pas ces diagnostics, il n'y a pas ces obligations, mais c'est à nous de les prendre pour limiter justement les risques. En France, pour faire un parallèle qui est assez intéressant, c'est le contrôle technique sur la voiture. On ne va pas rouler avec n'importe quelle voiture, on fait attention en fait. Donc la France a imposé un contrôle technique pour justement être sûr que la voiture qui est sur la route est sécurisée. Il pourrait y avoir un contrôle technique de l'ordinateur tous les 2 ans par exemple, pour certifier qu'on Je pense qu'un jour on y viendra. Il y aura un système où on devra effectivement permettre. Alors je sais qu'il y a des personnes qui doivent partir dans 2 minutes, donc je vais sauter cette vidéo, éventuellement je pourrai la repasser après. Il y a beaucoup de guides. Alors on te posait la question, Ludovic, tu me posais la question, est-ce que ce que fait la France autour de ça? Donc il y a quand même une agence qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et qui travaille là-dessus. Donc aujourd'hui, elle fait des audits, elle travaille, elle oblige de certaines choses. Les banques, elle va diriger les banques en disant voilà, les banques en France doivent respecter telle ou telle chose. Donc les DSI et les responsables de sécurité sont régulièrement audités par des inspecteurs de l'ANSSI. Voilà, ils vont édicter justement pour pouvoir le faire. Donc on peut le faire au niveau de certaines entreprises. La CNIL, avec le RGPD, va dans ce sens-là, puisque on parle beaucoup du RGPD en disant c'est pour la vie privée. Oui, importante, mais c'est surtout pour la sécurité. Aujourd'hui, on parle, quand on faisait du développement, Julien, je le regarde, on développait une application, puis après on se dit, bon, comment je vais pouvoir la sécuriser, cette application? Donc on allait rajouter quelque chose par-dessus pour essayer de la blinder un petit peu. Alors qu'aujourd'hui, le RGPD impose ce qu'on appelle la security by design. C'est-à-dire, dès le départ, dès la conception même du programme, du logiciel, du service, la sécurité doit en faire partie. Et donc, c'est une méthode, c'est une procédure qui permet de sécuriser l'ensemble des choses à partir des fondements. Et donc, elle a émis, c'est entre autres, je trouve, 12 règles simples. Aujourd'hui, si on respecte globalement ces 12 règles, on évite plus de 90% des risques de cybercriminalité. Et c'est des choses qui sont simples. Choisir avec soin ses mots de passe. Alors, il y a beaucoup de discussions, mais on a vu de ne pas utiliser les 4 ou 5 mots de passe. Alors après, il y a plusieurs solutions. Plus ils sont longs, plus ils sont compliqués, et mieux c'est. Et moins ils font référence à des mots de la vie de tous les jours, ça fonctionne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les algorithmes, ils ont engrangé ils ont lu tous les dictionnaires, tout ce qui se trouve sur Wikipédia, éventuellement votre profil Facebook, etc. Donc, ils vont travailler là-dessus. Et ils vont faire des agglomérations, ils vont mettre ensemble des mots et puis ils vont les tester très rapidement. Le mieux, c'est effectivement des choses qui n'ont un peu... Pour vous seul, ça a un sens. Après, effectivement, ce qu'on dit, c'est mieux d'avoir un mot de passe par type d'application, par service, par login, etc. Et c'est très compliqué. Donc la solution, c'est souvent de dire, ça c'est important pour moi, mon mail, le compte bancaire, on ne choisit pas, ça nous est imposé, mais mon mail, etc., là, je mets un mot de passe qui est fort, un peu compliqué, je vais mettre un peu de temps le truc. Après, il y en a d'autres qui sont un peu moins. Bon, si je me fais hacker ce mot de passe, tant pis, c'est pas bien grave. Je m'en sers pas, je peux avoir un autre type. Donc, c'est de classifier ça. C'est un peu, on a les documents top secrets, etc. Donc, à niveau de classification. Après, il y a des logiciels qui permettent de le faire, où là, effectivement, c'est des coffres forts de mots de passe. Donc là, je vais vraiment me gratter, je vais mettre un mot de passe qui est très, très compliqué. Donc, c'est une phrase avec des mots... qui n'ont pas de sens comme ça, si c'est moi qui vous le dis, ça n'a pas de sens. Donc du coup, les algorithmes vont avoir du mal. Et dedans vont être enfermés des mots de passe qui sont plus simples, entre guillemets, et qui vont pouvoir servir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 attaques en fait sur les mots de passe. Il y a ce qu'on appelle l'attaque brute force, ou par dictionnaire. Donc on va utiliser plusieurs mots de passe types, et on va attaquer jusqu'à temps de trouver le bon. Ou carrément une autre attaque qui est un petit peu plus... subtil, on va dire, c'est on va vous poser des questions. Quel est votre nom? Est-ce que vous avez un chien? Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment s'appellent vos parents? Et en fait, on va pouvoir déduire avec ces réponses des mots de passe ou des mots de passe type. Souvent, on sait bien que on va mettre notre numéro de département ou notre date de naissance ou le nom de ses enfants, le début des noms de ses enfants. Voilà, tous ces petits trucs là. Et
voilà, c'est Il faut une autre forme mettre d'attaque. dans les mots de passe des choses qui n'ont de sens que pour vous et connues que par vous. C'est la façon de le faire. Mettre à jour régulièrement vos logiciels. Ça, Julien, il l'a dit. C'est votre ordinateur, que vous utilisez un ordinateur sous Windows, sous Linux ou un Mac. Faites les mises à jour. Aujourd'hui, donc il y a Windows XP, par exemple, qui est une ancienne version, il y a encore des gens qui l'utilisent. Et ça pose énormément de problèmes. Il y a eu les dernières grosses attaques qui ont été faites, c'était sur Windows XP. Et le ransomware ne fonctionnait que sur Windows XP. Donc on se dit, chez Renault par exemple, il y a 1 an ou 2 ans, ils utilisaient encore Windows XP. Tous les autres, chez nous, par exemple dans notre société, on avait un seul qui restait, mais il n'était pas connecté à Internet. Donc on n'a pas eu d'impact au niveau de ransomware. Voilà. Donc il faut absolument mettre à jour. Comme disait Julien, vous avez le contrôle technique aujourd'hui qui vous force, mettre à jour entre guillemets votre voiture, en remplaçant les pièces qui sont défectueuses, etc. Il faut faire la même chose au niveau des ordinateurs. Bien connaître ses utilisateurs et ses prestataires, donc ça c'est pour une entreprise. Pas faire tout et n'importe quoi, il y a une connaissance de ses utilisateurs, bien sûr, donc c'est d'informer ses propres utilisateurs et surtout de ses prestataires de faire attention. Donc ça, dans les grandes entreprises, en général, il y a un truc, mais pour les petites entreprises, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des démarchages juste pour récupérer. Pour le particulier, c'est ses enfants, son mari, les invités qu'on emmène sur l'ordinateur. Voilà. Ça, c'est aussi ça. Si vous invitez Julien, faites attention, ne lui laissez pas. Parce qu'il... Très important, effectuer des sauvegardes régulières. Parce que si justement on est attaqué par un ransomware et qu'on a des informations, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Et ça, c'est pas nouveau. Il y a quelques années, on va dire dans les années 90, on parlait déjà de digitaliser, c'est peut-être pas le mot, on disait informatiser les PME. Je me rappellerai toujours un client qui m'appelle, donc j'installais les ordinateurs, etc. Je mettais les sauvegardes en route et autres. Un client, je ne sais pas, 6 mois plus tard, il me rappelle, il me dit Baratou, je dis comment ça va, très bien, non ça va pas. Ça a tout brûlé chez moi. Et vous avez les sauvegardes, je vous avais dit de les emmener dans un autre lieu. Non, je les ai oubliés, donc ça a tout brûlé. Et je réfléchis et puis je dis, attendez, bougez pas. Et j'avais en fait encore un jeu de sauvegarde. Je n'avais pas le droit normalement, mais là, de la dernière fois de mon intervention, et grâce à ça, il a pu redémarrer son activité parce que sinon il avait tout perdu. Du coup, Pascal a été viré, mais... Voilà, j'étais viré, mais le client, il a pu redémarrer. Donc il faut faire des sauvegardes quand on a des informations importantes. Il faut faire ces sauvegardes. Pensez aujourd'hui à vos albums photos que vous avez souvent à papier. On l'a vu dans l'Aude avec les dernières inondations. Il y a des gens qui ont tout perdu, ils n'avaient rien. Donc le numérique peut aussi amener une sorte de sauvegarde à ce niveau-là. Donc faites attention à ça. Si vous avez des informations qui ne sont que en format numérique, faites des sauvegardes et il y a plusieurs solutions pour les faire. À savoir que vous pouvez acheter un disque dur et puis le déplacer à chaque fois ou le faire directement sur Internet. Mettre les informations sur Internet, ça ne veut pas dire qu'elles sont à disposition de tout le monde. Il y a des coffres forts, il y a des solutions de backup et elles sont bien plus protégées que chez votre vous. ordinateur. Bien sûr, sécuriser les accès Wi-Fi. Aujourd'hui, les box quand même proposent des mots de passe assez larges. Donc je pense que là-dessus, les risques sont quand même relativement limités. Ne pas le changer pour mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4. Le truc à ne pas faire, c'est remettre un mot de passe Wi-Fi plus simple. Ça, il ne faut pas faire. Et bien vérifier qu'on est en WAP 2. Qui est la clé de sécurisation, qui est de cryptage en fait quelque part du mot de passe. Qui est par défaut maintenant. Bien sûr aussi être aussi prudent avec un ordinateur ou son smartphone qu'on est avec le reste. Parce qu'aujourd'hui, on a des synchronisations de partout. Et si on met un mot de passe sur son ordinateur, il faut aussi que votre téléphone ait un mot de passe avec un code qui soit suffisamment dur à trouver. Non, quand on dit ça, c'est surtout principalement éviter de se connecter au McDo quand il y a plein de monde ou dans les réseaux Wi-Fi ouverts avec son téléphone portable. Non mais dans tous les réseaux ouverts, même dans une banque, si vous vous connectez, qu'il y a un Wi-Fi ouvert, évitez de se connecter dessus pour faire, par exemple, pour aller consulter vos comptes. Si c'est pour recevoir ces mails, ça va, mais d'aller se connecter sur votre compte bancaire et faire des actions assez importantes, il faut éviter de le faire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent effectivement se connecter sur votre ordinateur ou votre smartphone, regarder ce que vous faites, récupérer les informations que vous utilisez et pouvoir les reproduire. Pour vous donner un exemple, un petit hack dans la rue, le réseau Wi-Fi free Wi-Fi gratuit ou Orange gratuit, ça se pirate en 2 minutes avec une petite puce électronique qu'on rebranche à son internet et on a toutes les infos qui passent au fur et à mesure. Et ça coûte 2 €. Donc des solutions quand on veut être malveillant. Protéger. On en parle après. Protéger ses données lors de ses déplacements.
très important. Attention quand on laisse son ordinateur, son smartphone, etc. dans la voiture, par exemple, ou quelque part. Au-delà de la perte matérielle, parce qu'on a perdu, on s'est fait voler son téléphone et ça coûte entre 200 et 1000 euros pour en acheter un autre, il y a des informations importantes dedans. Donc faire attention à ça et d'activer les mesures de protection aussi au sein des solutions mobiles. C'est le mot de passe sur le téléphone 000 ou 1234, ça ne fonctionne pas non plus. Ouais. Bien sûr, être prudent lors d'utilisation de ces messageries, donc ça c'est essentiellement pour le spam ou les informations qu'on va retourner. Télécharger, quand on fait du téléchargement, ça c'est très important sur des sites qui sont vérifiés et officiels. Donc d'utiliser, si vous êtes dans le monde Apple, d'utiliser l'App Store ou Android, Google Store. Mais le site de machin avec un lien ou autre, on clique, ou on arrive sur des sites avec plein de pubs, etc. Et puis de cliquer sur le truc, on est à peu près sûr de choper un virus. Être vigilant lors d'un paiement sur Internet, ça c'est sûr. Ça, je pense que peut-être là-dessus où les gens sont un peu plus au courant, mais voilà, ça évite, il faut le répéter, ne pas faire tout et n'importe quoi et d'acheter au moins sur des sites que l'on connaît et qui sont bien référencés. Le HTTPS souvent ne suffit pas. Le HTTPS et bien retaper l'adresse complète dessus, l'URL, parce que souvent ça peut être un site frauduleux qui ressemble et on commande pas forcément où on veut. Voilà, il faut mieux vérifier 2 fois qu'une. Mais c'est comme tout, tout ce que vous faites quand vous faites quelque chose d'important, on vérifie 2 fois. Quand on s'en va de chez soi, on vérifie 2 fois que la porte est bien fermée. On demande quand on part en vacances, est-ce que tu as bien coupé la lumière, est-ce que tu as bien coupé le gaz, est-ce que tu as fermé tous les volets. C'est un petit peu la même chose parce que c'est important, parce que pour nous la maison est importante et là l'ordinateur et son contenu. L'histoire des codes qu'on reçoit par la banque, pourquoi est-ce qu'on l'a pas de manière systématique? Ça a un coût. C'est-à-dire le code on reçoit un code sur le téléphone portable. Ça a un coût, le SMS coûte 0,1 ou 0,2 centimes. C'est lors d'un paiement en fait. Lors d'un paiement, effectivement, des fois on nous demande un code en retour et on l'a pas, c'est pas systématique. Donc effectivement, peut-être il y a un coût et puis c'est après la plateforme, peut-être qui est utilisée par le prestataire, permet ou pas. Je ne sais pas à qui est facturé le coût du SMS en fait. Est-ce que c'est la banque ou est-ce que c'est sa propre banque ou est-ce que c'est la banque du prestataire du commerce? C'est notre banque. C'est la banque du client pour vérifier la transaction. Et ça dépend en fait, en général le 3D Secure, c'est sur les cartes qui sont autorisées en fait, parce qu'il y a des cartes à bas coût qui n'ont pas de 3D Secure. Voilà, donc c'est pareil, c'est selon la convention de la carte en fait. Ouais, c'est suivant la convention de la carte et des sites. C'est pas automatique. C'est pas automatique, non. En fonction des montants, peut-être. Ouais. Non, même pas. Il y a des montants, puis il y a des commerçants, sur certains suivant sites. le site, l'interface par laquelle ils passent, qui choisissent les clients et les transactions sécurisées ou pas. Par exemple, sur PayPal, il n'y a pas de 3D Secure parce qu'en fait, on doit valider la carte bleue et le 3D Secure, le principe, c'est de certifier le porteur de la carte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un achat sur Internet, c'est le vendeur qui doit être sûr de l'identité de la personne. Donc en fait, PayPal, c'est simple, quand on met une carte, non, ils vous prennent 1 euro sur votre compte. Et il faut, sur l'intitulé de votre compte, il va y avoir, du coup, sur le 1 euro, il va y avoir un code secret qu'il va falloir rentrer sur le site PayPal. Et donc, il va être sûr que c'est bien à vous. C'est un autre système. C'est un autre système, mais on parle de sécurité et des mots de passe. Il y a la double authentification. Aujourd'hui, de plus en plus, Apple l'impose maintenant. Quand vous vous connectez sur un nouvel ordinateur, un nouvel truc qui n'a pas été vérifié, il va vous demander, soit il vous renvoie un code en arrière, enfin en fonction où vous devez rentrer un nouveau code pour pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un mot de passe, mais il y a 2 informations à donner pour pouvoir rentrer. Donc ça aussi, c'est une mesure quand vous l'avez, de rentrer, d'activer cette double authentification. Ça limite encore plus une barrière supplémentaire pour pouvoir pour se protéger. Après, il y a les cartes virtuelles aussi. Il y a les cartes virtuelles, Virtualis par exemple. Virtualis, que je connais. Oui. Mais même avec Virtualis, moi, à titre perso, même avec Virtualis, nous, c'est fait pirater. Avec des Zalando Berlin. Après, mais avant, c'était le cas. Je pense qu'il y a toujours eu de la fraude. Avant, c'était beaucoup plus local. Quand c'était la fameuse le fer à repasser, il y avait énormément de fraude là-dessus. Et là, on ne parle pas de numérique. La fraude existera toujours. Le 100% sécure n'existera pas.
On dit toujours ce que fait l'homme, l'homme peut le défaire. Donc on a beau mettre toutes les sécurités qu'on peut pas. Même les virtualistes, on arrive toujours. Ils passent par des sites commerciaux. Le virtualiste, quand même, limite beaucoup la fraude. Ah, mais nous, on paye qu'avec virtualiste. Voilà. Donc après, c'est juste à faire attention de ne pas laisser des numéros de carte virtualistes traîner avec des sommes qui restent dessus. Pour 100 €, tu mets pas 300 € sur ta carte. C'est ça. Après, quand on fait beaucoup d'achats sur Internet, ça peut être un peu contraignant. Aussi. Oui. Prendre soin de... Alors, séparer les usages personnels et les usages professionnels. Donc ça, c'est dans le cadre, si on est une entreprise, effectivement, de bien séparer les deux pour qu'il n'y ait pas de passage d'informations des uns les autres. Bien sûr, prendre soin de ces informations personnelles et professionnelles et de son identité numérique. Souvent, ce qu'on dit, c'est que quand on dit sur Facebook, effectivement, c'est faire attention. C'est pas ne pas utiliser Facebook, c'est pas ne pas utiliser Google, parce que ça rend quand même des services très intéressants. C'est attention aux informations que l'on met dessus. Moi, j'ai ma fille qui a eu un diplôme, tac, elle met la photo du diplôme. Je dis évite, parce qu'effectivement, tu peux avoir deux types d'informations. Voilà. Donc, c'est une éducation, c'est aussi le rôle, effectivement, des parents. Comme on lui dit, mets pas la main sur le four quand il est chaud parce que tu vas te brûler. C'est effectivement ça. C'est pas pour ça qu'il va jamais se faire quelque chose dans le four. Mais une éducation, c'est on ne met pas tout sur Facebook, on ne met pas tout sur les réseaux sociaux. Moi, je dis toujours, vous pouvez mettre sur Facebook à partir du moment où vous pouvez le crier dans la rue et que ça fait du mal à personne. Voilà. Pour vérifier ça, il y a quelque chose qui est intéressant à faire, au moins une fois par an. C'est mettre son nom et son prénom sur Google et de regarder ce qu'il en ressort. Et c'est vrai que ça vous permet déjà de voir où est-ce que vous êtes, de voir un petit peu l'information. Et vous le faites en navigation privée ou d'un ordinateur qui n'est pas à vous. Comme ça, vous aurez plus d'informations. Et on peut mettre des alertes. Je dis Google, mais sur compte, ça fonctionne aussi. Si on cherche pas. Après, effectivement, c'est... Donc, pour résumer, la cybersécurité, la cybercriminalité existe. Et par des actions simples de tous les jours, par une bonne hygiène de vie, on peut énormément limiter les actions et les dommages autour de ça. Donc, c'est un petit peu le message, je pense, qu'on peut essayer de retenir, c'est ça. C'est le numérique, ça existe, ça va être de plus en plus. Je pense que c'est beaucoup d'opportunités. On n'a pas trop le choix de ne pas l'utiliser, mais il faut faire attention et de plus en plus attention. C'est comme il y a une règle de code de la route. Avant, il n'y avait pas. Les gens achetaient une voiture, il n'y avait pas de code de la route, mais quand il y a eu beaucoup de morts, ils ont mis des règles, des codes de la route, le permis qui est venu, puis après les contrôles techniques, limités à 80 km/h. Tout ça, oui, c'est justement parce qu'il y a de plus en plus de gens et de pouvoir limiter et de sécuriser. Après, on est d'accord ou pas, c'est une autre question. C'est ça. Soit vous allez danser au milieu de l'autoroute, ou soit vous protégez un petit peu. C'est pareil sur Internet. Soit vous laissez les mots de passe par défaut, vous utilisez des mots de passe faibles, vous faites n'importe quoi, vous répondez à tous les mails, vous mettez votre numéro de carte bleue sur Facebook. Dans votre signature. Dans votre signature. Mais ça fait rire, mais c'est vrai que c'est presque ça. C'est presque ça. Ça m'est déjà arrivé de recevoir une carte bleue en photo par SMS. Et puis après me dire « Ah bah non, excuse-moi, c'était pas pour toi ». Alors en SMS, il y a ça, effectivement. Par mail et autres, ça part effectivement. Si on utilise Gmail, ça part exactement. Autant le mettre sur Google, quoi. Et après se dire sa boîte mail, on a utilisé un mot de passe faible, on a sa carte bleue en scan juste pour regarder, mais sur le mail, et ça se fait pirater. Qui a accès à cette boîte mail derrière? Si on a un mot de passe faible. Si on a des Google, c'est pareil. Alors, on peut être pour ou contre, mais c'est pas un problème de sécurité. De fait de dire, il scanne de façon anonyme les informations pour pouvoir vous cibler et ensuite vous envoyer les bonnes pubs, parce que c'est ça le modèle de Google. Il n'y a pas un problème de sécurité derrière. C'est un problème après d'éthique par rapport à personnel si on a envie ou pas. Mais il n'y a pas un problème de sécurité. Mettre quelque chose sur Google, il n'y a pas un problème de sécurité à partir du moment où on respecte effectivement le bon mot de passe, bonne hygiène de sécurité. Voilà, c'est surtout ça. Et en général, il n'y a pas trop. Après, les cybersécurités, les cyberattaques qu'il y a, ils ramassent un maximum d'informations. Le particulier, il n'est pas impacté directement, c'est très très rare quand effectivement un particulier va être... Après, je peux dire, voilà, j'ai envie de piquer de l'argent à Julien, j'ai une autre façon. Enfin, je peux l'attaquer comme ça, ces sites. Alors comme il est bon, il a le truc. Après, si j'ai vraiment envie, je peux l'attaquer dans la rue et lui piquer son truc. Voilà, ça va se finir comme ça. Mais ça empêche pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. En fait, on parle beaucoup de cybersécurité, de masse et autre chose. Mais c'est des millions et des millions d'informations qui sont là. Et en général, on est complètement perdu dans la masse et on est rarement attaqué vraiment personnellement. Voilà. J'espère que
pour ceux qui doivent partir. Pour ceux qui doivent Pour les autres, il partir. reste une vidéo encore. Voilà, on peut regarder la vidéo peut si vous continuer voulez, à débattre. la dernière vidéo. Merci. Avant que tu m'attaques. Attention parce que... Voilà, donc c'était un petit peu le principe de la soirée. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions par rapport à ça. Très, très intéressant. Carrément. Non, je disais c'était très intéressant parce que ça donne quand même des informations sur le danger de laisser traîner, comme tu disais, hein, Julien, ce numéro de carte bancaire sur le net, enfin sur la chose-là. Non, il faut quand même être très très vigilant et je pense qu'on est qu'au début justement de cette problématique de cybercriminalité. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours en faisant physique? Faisons la même chose, ayons le même comportement dans le monde numérique. Est-ce qu'à un moment donné, on va se mettre à crier et à dévoiler toute sa vie sur la place d'Allier? Non, parce qu'on a envie de garder, on n'a pas envie que tout le monde le sache. Alors pourquoi j'irais le faire sur Facebook? Est-ce que je donne ma carte bancaire à tout le monde avec tous les numéros? Non, parce que je sais que je peux avoir des malversations, ne le faisons pas non plus sur Internet. Est-ce que je vérifie quand ma porte d'entrée chez moi elle est un peu brinque-ballante et que la clé elle est du jeu, etc. Est-ce que je la change? Oui. C'est la même chose sur Internet, je mets à jour mes ordinateurs, je fais attention à tout ça parce que de plus en plus, ma vie elle est dedans et il y a de plus en plus d'informations. On est dans une éducation. On est complètement dans l'éducation et dans l'hygiène en fait. C'est une hygiène de vie qui doit être faite. Et en même temps, en rôle des parents aussi, c'est d'éduquer les enfants. Alors souvent, ils ont un temps d'avance sur beaucoup de choses, mais ils n'ont pas forcément conscience de ça non plus. Et donc, c'est un échange et ça enrichit aussi les parents d'apprendre et d'être au courant de ça. D'où les dangers des enfants sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un autre sujet. C'est un autre débat. Mais je pense qu'on est à peu près sur le même niveau. Hein. Oui. Mais comme les enfants qui vont courir, faire du skate au milieu de la route, ou en vélo, pas respecter les stops, pas respecter les feux rouges, etc., c'est un rôle d'éducation de la société qui doit être mis en place. Alors maintenant, c'est rentrer dans des mœurs et on arrive un peu plus. Ça, c'est quelque chose de nouveau, mais la complexité, c'est que ça va aussi de plus en plus vite. Et une des raisons, je ne l'ai pas dit au début, mais pourquoi Facebook, il y a une déclinaison du nombre d'utilisateurs, c'est pas que les gens ne veulent plus l'utiliser, c'est les générations d'enfants qui ne veulent plus parce qu'il y a les parents qui peuvent les fliquer, regarder ce qu'ils font. Donc ils se sentent un peu moins libres. C'est ça aussi, c'est aussi aux parents de suivre un peu ça. Après, c'est pas de passer non plus en mode flicage. Après, c'est chacun qui amène ses cultures et qui, on va dire, élève ses enfants, mais ça doit en faire partie. Et c'est pas l'éducation nationale, c'est pas l'État, c'est pas ce rôle-là, c'est effectivement à chacun de le prendre et d'en être conscient. C'est un peu aussi un des objectifs de ce type d'événement, c'était un peu ça, c'est de faire remonter et pas dire voilà, j'aurais pu sur le numérique comme on peut entendre de temps en temps en disant faut plus rien faire, il y a les grands méchants loups, c'est les Américains, c'est ci, c'est là. Non, c'est effectivement le numérique, on l'utilise, ça apporte beaucoup de services, il faut juste faire attention avec. Au niveau des entreprises, merci Olivier. Au niveau des entreprises, est-ce qu'on a déjà évalué le coût de ces services pour la sécurisation du numérique? Alors après, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, déjà de la taille de l'entreprise. Ça va faire part de types d'informations qu'elle a à protéger. Si c'est une entreprise qui travaille avec le ministère de l'Intérieur ou de la Défense, donc traitant des dossiers top secret, et donc qui vont être à la ligne de mire de tout ce qui est espionnage, etc., en traitant, effectivement, le coût va être assez important. Comme je disais, nous, dans notre société, c'est plus de 250 personnes, donc le coût est assez élevé, parce qu'on a des données privées qui ne nous appartiennent pas. On a aujourd'hui les données de plus de 10 millions de personnes, on a toutes leurs données quasiment privées. Donc cet aspect-là est hyper important. Mais même la petite PME, je dirais l'artisan de bâtiment et de peinture, si elle n'a pas à protéger ses pots de peinture, on va dire, il faut qu'elle protège un minimum ses informations administratives, son compte bancaire, donc le coût va être un peu moins élevé, parce qu'aujourd'hui, cette sécurité-là, elle est par défaut proposée par sa banque, si elle utilise tel ou tel type de service, et bien les activer, donc son coût, ça va être surtout de mettre à jour ses programmes, on n'a pas besoin d'amener une sécurité supplémentaire. Après, il y a de tout, mais je sais que TV5, qui s'était fait attaquer il y a quelques années, ils disent que c'est quelques centaines de millions d'euros aujourd'hui.
si on prend l'exemple d'une banque, avant, quand on rentrait dans n'importe quelle agence bancaire, il y avait un vigile. 1, 2, 3 vigiles. Aujourd'hui, est-ce que quand vous rentrez dans les banques, est-ce que vous voyez des vigiles? Non, parce qu'il n'y a plus besoin. Ils ont plus ce besoin de sécurité physique en fait, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup moins d'argent dans la banque, il y a beaucoup moins de risques de braquage en fait. Mais par contre, du coup, ces agents, ils vont se déplacer. Après là j'écoutais. Alors après, LinkedIn, vous connaissez tous le réseau professionnel LinkedIn mondial. A priori, il y aurait 4000 personnes qui sont fait hacker, mais d'une façon très pas directe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fait hacker leur compte, mais tout simplement il y a des gens mal intentionnés qui ont créé des faux profils, qui ont permis une approche de ces personnes-là, qui du coup les ont brossés dans le sens du poil, au niveau des talents et autres, qui ont fini par les inviter dans un pays et qui sont devenus donc des espions à la fin. Voilà, parce qu'ils sont arrivés, ils les ont un peu fait corrompus et puis ils les ont amenés tout doucement. Mais ça a toujours existé. Le recrutement d'espions, ça a toujours existé. Autant des Romains, autant des Grecs, etc. C'est juste les méthodes qui changent. Aujourd'hui, grâce, on le met comme on veut, c'est une nouvelle méthode. Il faut en avoir conscience et il faut s'armer contre ça. Pour des gens qui ont des entreprises, effectivement, il faut faire un petit peu attention. C'est un domaine et c'est comme l'assurance. Pour moi, de mettre à jour, faire sa sécurité, c'est comme une assurance. On espère juste ne jamais en avoir besoin. Donc l'assurance, elle coûte toujours beaucoup trop cher, sauf le jour où on en a besoin. Et tout à l'heure, t'as parlé parce que c'est tous les deux d'Airbnb. C'est moi. Parce que c'était la pub. Qu'est-ce qu'on te pique dessus comme info, à part le fait que tu sois pas chez toi? Le fait que tu sois pas chez toi, premièrement, mais aussi les photos. Il suffit de mettre une belle photo avec une belle télé, tu regardes à peu près où c'est, bon bah voilà. C'est assez rapide de se faire cambrioler, et en fait de se faire cambrioler pour ce motif en fait. Si tu proposes si tu proposes un Airbnb. Moi j'étais un peu comme Eric, surtout si par exemple tu choisis Alors dans l'autre sens aussi, il faut faire attention. Oui, mais il faut faire attention aussi. Il y a eu plusieurs cas où les Airbnb se sont trouvés des fausses annonces. Alors en soi, ça pose pas de problème parce que vous êtes remboursé. Mais le dommage moral derrière, quand vous avez prévu votre semaine de votre vacances ou votre mais ça, c'est pas nouveau. Avant, on pouvait louer des appartements sur petites annonces. On faisait 1500 km parce qu'on a loué un appartement en Espagne. On arrive, il n'y avait rien. Ou alors, ça correspondait absolument pas parce que l'appartement était coincé entre une autoroute et le train. Là, le numérique peut apporter, justement, d'où l'importance, parce que ça permet d'aller sur Google Earth, déjà de regarder, de voir, donc ça donne une première approche. Et deuxième, surtout, les avis. Les avis, aujourd'hui, sont très importants et permettent d'éviter énormément d'arnaques. C'est ça aussi. Le numérique permet d'éviter aussi énormément d'arnaques, parce que ça permet de voir exactement les avis des gens et de regarder ce que c'est. Comme tu le disais tout à l'heure, en fait, il faut prendre le temps à chaque fois, quoi. Par exemple, tout à l'heure, quand on parlait des mises à jour d'ordinateur, typiquement quand tu es dans une entreprise, généralement on arrive le matin, on bosse, enfin normalement, et on bosse jusque soir, et quand on veut partir, c'est là où la mise à jour veut se lancer. On sait que des fois ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, les gens ferment l'ordi plutôt que de faire la mise à jour. Nous, par exemple, dans notre société, effectivement, ça propose une fois, ça propose 2 fois, et la 3e fois, ça le fait. Point. Ça ne te pose même plus la question, ça lance la mise à jour. Et au bout d'un moment, voilà, c'est ça. Après, effectivement, c'est tout le travail du service informatique, de minimiser, de passer d'abord que les mises à jour, effectivement, de sécurité par rapport à ce qui peut arriver, et puis de déporter, parce que Microsoft permet de le faire, de découper les mises à jour en morceaux et pour pouvoir les pousser de façon planifiée, etc. Donc pour les petites entreprises, c'est un mal nécessaire. À un moment donné, je dis ok, je fais ma mise à jour, mais comme je fais mes comptes, comme je paye mes impôts, c'est comme énormément de choses, des obligations qui font plaisir à personne, mais on est obligé de le faire. Comme j'amène ma voiture à la révision, je l'amène au contrôle technique, ça fait partie des outils de base sur lesquels il faut faire attention. Et puis faire une mise à jour, oui, ça prend du temps, mais l'avantage c'est qu'on n'a même pas besoin d'être devant l'ordinateur, quoi. On peut lancer la mise à jour le soir, récupérer son ordinateur le lendemain matin,
En général, ça pose pas trop de problèmes, hein, ou entre midi et 2, avant de partir manger, on lance la mise à jour. Ça fait la mise à jour et après on le récupère à 14h. Je pense que c'est vraiment, s'il y avait 2 choses à retenir, c'est 1, attention au mot de passe, 2, faites bien les mises à jour des ordinateurs, de tous vos systèmes informatiques en fait. Il y avait on parle beaucoup de Tesla en ce moment et autres, qu'une voiture, c'est quasiment un ordinateur roulant, hein, il est parti de ça. En fait, hein, il n'a pas fait une voiture et puis il a essayé de l'électriser, etc. Il s'est dit, comment je peux faire un moyen de locomotion basé sur l'électrique? Ça tombait pour aujourd'hui, c'était là encore le modèle de la voiture qu'il portait. Tout simplement, il y a tout un truc montré sur Internet et qu'effectivement, quelqu'un avait piraté la Tesla en 15 secondes. Je connais des gens qui ont la Tesla et donc, du coup, la petite pique, hein, t'as vu, ta voiture, tu peux te la hacker. Il me dit, ben non, parce que la personne n'avait pas mis un code spécial pour protéger et donc moi je l'ai, donc je ne me ferai pas pirater de la même façon. C'est souvent parce que effectivement, on n'a pas fait ça. Je me suis fait cambrioler chez moi, bah oui, c'est normal, tu as laissé la porte ouverte, quoi. C'est un peu le même principe. Oui, mais on parle de tu parles de la Tesla, mais n'importe quelle voiture qui a un petit n'importe peu quelle voiture. d'électronique. Récente en fait. Bah, elles sont toutes quasiment ultra connectées. Hein. Oui, c'est ça. Mais voilà, après il y a les effets d'annonce, publicité et autres en disant voilà. Mais encore une fois, c'est juste faire attention, quoi. Je le répète, hein, c'est de la culture et de l'hygiène, voilà, de vie. Il y a quelques petits sites pour s'entraîner. Il y a des sites pour s'entraîner. Après, effectivement, s'il y a des demandes, on peut aussi pousser un peu plus loin. Oui, effectivement. Oui, c'est payant. Voilà, je vous ai mis, alors, pourquoi il ne veut pas? Petite échappe, tac. Après, pour les entreprises qui veulent, je suis là s'il y a besoin d'informations. Ou de formation. Donc déjà, effectivement, il y a la police nationale, on en a parlé. Hein, il y a des... C'est pareil, hein, si on se fait agresser dans la rue, on dit toujours, même si c'est pas bien grave à la fin, c'est quand même d'aller porter plainte à la gendarmerie ou à la police, simplement pour les statistiques, qui soient au courant et qui puissent éventuellement mener les actions. Là, c'est exactement la même chose si on est victime d'escroquerie au niveau du numérique. Il y a des numéros de téléphone, soit au niveau de la police nationale, il y a beaucoup de sites du gouvernement qui permet de le faire et on encourage les gens à le faire, ce qui permet ensuite que l'État soit au courant et puisse mener des actions de protection. Vous avez le site en bas, internetsignalement.gouv.fr, et vous pouvez remettre votre email, et après vous avez même une adresse email pour renvoyer les courriels indésirables dessus directement. Voilà, donc effectivement, je vous l'ai remis. Donc quelques liens, gouvernement.fr, risque criminalité, la gendarmerie, ssi.gouv, donc c'est l'ANSSI, donc je vous disais, il y a beaucoup, quand on a une entreprise, il faut aller faire un tour. Il y a énormément de documents qui sont simples, d'infographies, des choses comme ça, d'actions simples à mettre en place pour se protéger sans rentrer dans des aspects très compliqués. Aussi, donc, il y a un blog criminalité qui donne aussi des actions. Et puis quelques vidéos supplémentaires sur lesquelles j'ai dû faire un tri et je n'ai pas fait, mais que vous pourrez voir. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le publier dans l'événement Facebook pour que vous puissiez y avoir accès. Voilà. Si jamais vous n'avez pas de compte Facebook, vous ne voulez pas, vous me le dites, je peux vous les envoyer par mail, même la présentation. Dernier petit point aussi sur la sécurité. Est-ce que vous avez déjà trouvé une clé USB dans la rue, par terre? Oui. C'est déjà arrivé? Qu'est-ce que vous en avez fait? Je vais lire ce qu'il y avait dessus. Alors, un petit basique de sécurité, ne jamais brancher une clé USB que vous avez trouvée par terre dans la rue. Sauf sur l'ordi d'un copain. Ou sur l'ordinateur. Un copain que t'aimes pas. Nous, par exemple, dans notre société, on ne peut plus. Les clés USB, c'est interdit, c'est bloqué et on ne peut pas le faire, par exemple. Bon, ok, les disquettes aussi. Les quoi? Dans le reportage, les missiles américains. Bah oui, mais justement, parce que du coup, c'est pas connecté, il y a plus, c'est une vieille technologie, on ne peut pas les pirater, quoi. On n'en trouve plus dans la rue, c'est pour ça. Ouais, on n'en trouve plus dans la rue. Ouais. Tu utilises des grosses disquettes, t'as la main. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Encore, c'est... C'était ici. Ça dépend quel Non, c'en est une autre. Ouais. Voilà, merci, bonne soirée, et puis à bientôt pour une prochaine. Merci. Merci.